Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Avec moi aujourd'hui, Sophie Sior, Head of Media chez Programad. Sophie a 9 ans d'expérience dans le digital et la gestion de campagne. Elle est garante de la performance des campagnes programmatiques au sein de Programad. Merci Sophie d'être avec moi aujourd'hui. Et moi-même, Florent D'Amato, Sales Manager chez Programad, et j'ai 10 ans d'expérience dans l'univers média, en agence média ou directement au sein de Publisher. Avant de commencer, un court propos liminaire pour rappeler que ce webinaire est le 7e que nous tenons et que vous pouvez trouver les précédents sur des thèmes différents directement sur notre site. Et vous pouvez aussi consulter nos autres contenus disponibles sur notre site ou en vous abonnant à notre newsletter ou à nos réseaux sociaux. Merci encore d'être avec nous et démarrons sans plus attendre ce webinaire. L'idée de ce webinaire est de donner aux néophytes ou aux novices une vue d'ensemble de ce qu'est la programmatique, des leviers marques et business que le programmatique active et de comment se déploient concrètement les campagnes programmatiques. Alors, le découpage est le suivant. Nous sommes ensemble pour environ 30 minutes. Cela va aller assez vite. Nous allons aborder les points clés et les points non abordés le seront lors de prochaines sessions. Et si vous avez des questions particulières sur des points non abordés ou sur des points particuliers en lien avec votre typologie d'agence, n'hésitez pas à utiliser le chat et nous pourrons voir cela en direct ou à la fin. Alors, introduction faite, entrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne le programmatique aujourd'hui? Alors, débutons par les fondamentaux. Premier point clé, contrairement aux ads que tout le monde peut activer grâce aux plateformes dites self-service, telles Google Ads ou Meta Ads, qui sont des plateformes sans abonnement ni minimum de spend, le programmatique passe par d'autres technos, qu'on appelle les DSP. Et on va parler ici essentiellement de la partie gauche du schéma, celle qui concerne les marques et leurs agences. Donc ces DSP qui sont les technologies utilisées pour acheter les inventaires en programmatique. Donc les inventaires en programmatique, il faut comprendre les inventaires uniquement accessibles en programmatique. Eh bien, ces DSP ne sont pas accessibles en libre, ne sont pas en accès libre, mais nécessitent des sièges pour les utiliser. Et ces sièges sont accessibles via abonnement annuel pour les plus connus et nécessitent généralement un minimum de spend par campagne. Donc, en un mot, la programmatique nécessite des ressources de deux types. Ressources financières pour avoir accès à ces technos, si l'on veut les sièges concrètement, et des ressources humaines avec les compétences nécessaires pour leur utilisation. Donc, il y a ici, pour ainsi dire, un premier filtre à l'entrée quand on est une agence. Concrètement, il faut prendre des sièges et staffer. Second point clé, les inventaires uniquement accessibles en programmatique dont je parlais précédemment, ce sont les formats CTV, les plateformes de streaming, Prime, Netflix, Disney+, le DOH, l'audio digital, les publishers médias premium et le native advertising aussi. Et j'ajouterai peut-être un troisième point pour dresser un panorama plus complet. Quel fonctionnement voyons-nous aujourd'hui? Eh bien, 3 types de fonctionnement selon la taille de l'agence. Les agences tiers 1 ayant internalisé la chose, donc siège sur les DSP plus média trader interne, et les agences tiers 2 s'appuyant sur des trading desks pour gérer leur campagne programmatique. Tiens, je fais une petite parenthèse, si le fonctionnement d'un trading desk ne vous est pas familier, n'hésitez pas à nous le dire via le chat pour que l'on puisse préciser cette notion de trading desk. Et enfin, troisième type de fonctionnement, les agences tiers 3 n'ayant pas encore embrassé le programmatique. Et j'entends par agence les agences de toute nature, que ce soit des agences marketing, perf, agences de com RH, influence, ou encore agences de RP. Alors, après ce préambule un peu technique, j'aimerais répondre à la question pourquoi ? Pourquoi la programmatique? Pourquoi s'y intéresser? Et pourquoi l'intégrer à sa stratégie d'agence? Bien, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, bien entendu, et j'appuierai ici sur 2 principaux facteurs. Premier point, la complémentarité avec les stratégies utilisant seulement les ads. On entend souvent la notion d'amplification de campagne, mais c'est une notion qui reste assez floue. Il faut la préciser. La programmatique permet l'activation de campagnes full funnel. Ça, c'est important. Il faut bien avoir en tête et ne pas volontairement occulter que le haut de funnel agit directement sur le bas de funnel.
ou en d'autres termes, la conversion, donc le bas de funnel, est intimement lié aux campagnes de branding, donc haut de funnel, menées par une marque. Ce n'est pas parce qu'une marque est connue qu'elle est achetée, il faut bien avoir ça en tête, ce n'est pas parce qu'une marque est connue qu'elle est achetée, et pas parce qu'elle est achetée, c'est parce qu'une marque est connue qu'elle est achetée, pas parce qu'elle est achetée qu'elle est connue. Hein, il faut bien avoir cela en tête pour comprendre l'intérêt d'aller sur le haut de funnel. Alors, bien sûr, cela s'ancre dans une vision globale sur des temporalités qui sont différentes. On ne mène pas des campagnes de conversion comme on mène des campagnes de branding. Hein. Il y a un rapport au temps et à la mesure qui est différent. Mais in fine, et c'est bien ça qu'il faut retenir, quand toute la chaîne est activée, c'est toute la chaîne qui est renforcée. Et donc, ce sont des campagnes plus puissantes, plus complètes, non silotées également, réellement 360, qui sont possibles grâce à la programmatique. Et deuxième point pour dresser un tableau, la programmatique va de pair avec finesse de ciblage grâce à la data disponible sur les plateformes et grâce au croisement de données entre ces plateformes. Google a par exemple tout récemment annoncé que les campagnes Netflix, je donne un exemple, les campagnes Netflix pouvaient être boostées par la data disponible sur DV360, voilà, plus précisément via ce qui est appelé les audiences affinitaires, c'est-à-dire les audiences qui ont un intérêt prononcé pour un produit donné. Et concrètement, ajouter cette donnée audience affinitaire à votre ciblage permet de diffuser votre annonce aux personnes qui sont le plus susceptibles d'être intéressées par le message ou le produit en question. Et on parle d'affinités type amateur de voitures, fan de sport, voyageur haut de gamme, fashionista. Il y en a environ 150 de ce type-là sur DV360. Et ces audiences sont déterminées, entre autres, par l'activité des personnes sur les produits Google, à travers les produits Google, et les données third party provenant de l'open web et des apps. Et il y a le même fonctionnement sur Amazon, très puissant aussi. Et donc, l'intérêt d'utiliser ce type de données affinitaires est d'accroître le volume de l'audience ciblée à des utilisateurs susceptibles de convertir sur la base de leurs intérêts connus. Et donc là, on voit concrètement le lien entre branding et conversion. Voilà. Par exemple, si votre client annonceur est une marque de cosmétiques qui souhaite promouvoir sa ligne green, on peut croiser l'audience femme qui aime les produits cosmétiques avec l'audience concernée par les sujets environnementaux. Voilà. Le ciblage en programmatique est réellement puissant. Et les troisième et quatrième points que l'on voit ici sur la possibilité de campagne innovante offerte par la programmatique, ces points seront développés par Sophie dans un instant. Ah oui, et je souhaitais compléter avec cette slide, je souhaitais compléter le tableau préliminaire pour insister sur ce point. Le programmatique n'est plus réservé aux grosses agences et aux gros annonceurs. Alors, cela répond bien sûr aux problématiques des marques d'envergure nationale ou internationale et aussi aux annonceurs régionaux ou locaux avec des problématiques type notoriété locale, liée à une ouverture de magasin ou d'agence, par exemple, ou encore de problématiques drive to store, ou encore de performance pure. Okay, et côté budget, alors là, c'est très lié à la méthode que vous choisissez, bien sûr. Comme vu précédemment, vous pouvez vous rapprocher, alors soit, il y a trois méthodes finalement, vous pouvez soit vous rapprocher de DSP en direct, mais vous serez confronté là à deux choses, le ticket d'entrée, qu'elles imposent, souvent autour de 20K par campagne, et les connaissances techniques nécessaires pour paramétrer et piloter ces campagnes sur ces plateformes. Second choix, seconde possibilité, vous pouvez faire appel à des trading desks classiques. Alors là, plus besoin de connaissances techniques, car ce sont les média traders du trading desk qui font le boulot. Mais là aussi, ticket d'entrée qui reste élevé, et sans compter que ces trading desks sont souvent liés à des agences type tier 1 ou tier 2, qui servent à la fois des clients annonceurs et des agences plus petites. Donc, je vois ici un fonctionnement qui peut refroidir. Et enfin, il y a notre fonctionnement, ticket d'entrée plus bas et fonctionnement exclusif agence, voilà, et sans compter d'autres avantages que je pourrais détailler plus tard si ça vous intéresse. Vous nous faites signe ici ou ailleurs et on vous expliquera tout.
Très bien. Donc, maintenant qu'on a vu les bases du fonctionnement du programmatique, répondons à la question cruciale. Le programmatique, faut-il vraiment l'intégrer à sa stratégie d'agence? Alors, on a choisi quelques graphiques pour essayer de dresser le tableau. Et bon, je ne vais pas trop insister, c'est toujours compliqué de présenter les graphiques en webinaire. Mais ici, sur cette première slide, nous avons 3 graphiques qui font ressortir le pourcentage d'utilisation de la programmatique pour acheter ou vendre 3 types d'inventaire programmatique: display, audio et vidéo. Alors, en rose, ce sont les agences, et l'on voit que depuis 2022, le taux d'adoption augmente fortement. Alors, qu'est-ce que l'on peut en tirer? Qu'il y a une transition, un passage à la programmatique côté agence. Certainement car, on va tirer d'autres conclusions, et certainement car, premièrement, on peut se dire, c'est que la programmatique offre des gains d'efficacité sur toute la chaîne, sur l'achat, sur les audiences, sur la qualité globale des campagnes, etc. Et deuxièmement, il y a aussi une demande réelle de la part de certains annonceurs qui veulent utiliser ces inventaires, être visibles sur ces inventaires, et qu'ils demandent à leurs agences. Et pour finir, je voudrais un 3e point important qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une agence tier 3 qui pitch un annonceur ayant été accompagné par une agence plus grosse, c'est juste une nécessité pour elle de proposer la programmatique pour pouvoir proposer le même niveau de service. Voilà. Deuxième slide avec un graphique, je vais passer rapidement ce graphique pour rappeler une chose importante que l'on a tous suivi, c'est le déclin, ou plus exactement le ralentissement des requêtes Google. Ralentissement, mais qui en fait c'est toujours une croissance, mais toujours plus partagée avec les autres acteurs du digital. On constaterait aussi la même chose sur Meta, et cela pour souligner l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, finalement, et d'utiliser tout le potentiel du programmatique pour toucher l'open web, notamment les éditeurs premium, etc., et les autres inventaires que l'on a vu, DOH, Native Advertising, placement in-apps, etc. C'est cela qui permet de construire des campagnes full funnel et de créer des expériences de marque cohérentes, activant plusieurs points de contact. Et pour finir, avec les graphiques, ici on voit 2 choses simples. À gauche, l'évolution du marché publicitaire français entre 2019 et 2024. OK. Et qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça montre sur la partie gauche, ce graphique, l'évolution du marché publicitaire français entre 2019 et 2024. Donc, on voit quoi? Les budgets dépensés sur les médias traditionnels, la partie bleue, sont restés les mêmes, les médias traditionnels, OK, alors que le digital et les ads, notamment, ont continué de croître. C'est un très bon signe pour le marché. Et donc, il faut recouper avec les graphiques précédents qui montrent la part croissante au sein du digital liée au programmatique. Donc, le digital grandit, et la part croissante du programmatique au sein du digital grandit encore plus fortement. Et à droite, OK, en noir, là, c'est au niveau monde. En noir, on voit la croissance des budgets médias dépensés en programmatique, exclusivement en programmatique. OK, donc, conclusion, je dirais que je ne prends pas trop de risques en disant qu'on assiste à un basculement progressif vers le tout programmatique en ce qui concerne le digital et ses nouveaux inventaires. Voilà. Et avec des opportunités réelles pour les agences et les marques tiers 2 ou tiers 3. Voilà. Et pour finir ma partie, je le disais précédemment, mais je réinsiste un petit peu, un haut de funnel solide égale un bas de funnel renforcé. Mais concrètement, pourquoi et comment ça marche? Eh bien, il faut davantage préciser ce qu'est le haut de funnel et son rôle et ses KPI pour mieux comprendre. Okay, et le haut de funnel est lié aux actions de brand awareness, de reach, de brand performance, qui ne sont pas activables en bas de funnel, mais qui sont essentielles pour construire une marque et la préserver, et qui, in fine, sont bénéfiques sur la conversion. Sophie, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Florent. Alors, moi, je voulais vous présenter un petit peu au niveau de la France, tout ce qui est en termes de stratégie et de consommation au niveau
de certains formats programmatiques. Et donc ici, vous allez voir, j'ai actionné cette présentation sur 3 modules. Le premier, ça va être la vidéo, le deuxième, l'audio, et le troisième, le digital out-of-home. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, je voulais d'abord commencer par vous montrer cette première image qui démontre un petit peu qu'à la fin des années 1950, regarder la télé, c'était un peu comme ici. Tout le monde se retrouvait autour d'un seul poste et partageait exactement le même programme. Et nous y voilà aujourd'hui. Grâce à l'évolution des technologies, nos habitudes de consommation au niveau des médias a complètement changé. Selon une dernière étude Nielsen, 84% de la population utilise un autre appareil en regardant la télévision. Et donc, on arrive à un paradigme qui a changé. Quand on dit aujourd'hui « je regarde la télé », regarder la télé ne signifie plus uniquement suivre un programme sur une télévision traditionnelle et linéaire. Cela veut aussi dire, par exemple, streamer sa série favorite sur une télé connectée ou encore suivre un événement sportif en direct sur son smartphone. Ce changement de comportement entraîne du coup plusieurs conséquences directes. La première conséquence, c'est la fragmentation de l'audience. Les spectateurs sont répartis sur plusieurs écrans, que ce soit au niveau mobile, que ce soit les desktops ordinateurs, les télés connectées ou même les télés normales. Deuxième conséquence directe, c'est la diversité des usages. Des études montrent une distinction claire entre ce qu'on appelle les heavy viewers et les light TV viewers. Les premiers, les heavy, consomment en moyenne 7 heures de contenu vidéo par jour sur la télé linéaire, tandis que les seconds, c'est-à-dire les light TV viewers, regardent moins d'1h30 sur les télés linéaires. Et enfin, troisième conséquence directe de ce paradigme, c'est la baisse de l'attention. Parce qu'on utilise plusieurs écrans en même temps, l'attention des consommateurs est de plus en plus sollicitée et donc de plus en plus fragmentée. Aujourd'hui, en France, nous passons en moyenne 4 heures et 23 minutes par jour à consommer de la vidéo. Très bien, mais où est-ce que cette vidéo est consommée? Un tiers de ce temps, environ 33%, est déjà consacré à ce qu'on appelle la vidéo on demand. Quand on regarde plus en détail les typologies de contenus vidéo qui sont streamés en ligne, nous avons 3 types d'environnement, je vais dire, et d'inventaire qu'on peut aller cibler en programmatique. Le premier, c'est ce qu'on appelle le SVOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande par abonnement, qui est au jour d'aujourd'hui incontournable. Pourquoi? Parce que 57% des Français ont un abonnement à au moins une plateforme telle que Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime Video. Deuxième typologie d'environnement et d'inventaire, c'est ce qu'on appelle le BVOD, qui correspond à la vidéo à la demande proposée par les chaînes de télévision traditionnelles. Et ça, la BVOD, elle est encore plus installée dans les ménages français, c'est-à-dire 79% des Français l'utilisent, la BVOD, au moins une fois par mois. Et enfin, nous avons le troisième type d'inventaire qui est le AVOD, c'est-à-dire la vidéo financée par la publicité, qu'on retrouve notamment sur les vidéos connectées et qui représente déjà aujourd'hui en France 20% des usages des utilisateurs de la Connected TV. Ce qu'on voit donc clairement, c'est que la consommation de la vidéo en France est massive, mais surtout très diversifiée entre abonnements, contenu gratuit des chaînes et formats financés par la publicité. Pour vous donner des exemples très concrets au niveau de la BVOD, vous avez par exemple tout ce qui est TF1, M6, France TV, MaCanal ou encore Arte. Au niveau de l'AVOD, il y a typiquement Rakuten TV, Sixplay, Pluto TV ou encore Samsung. Et enfin, le SVOD, comme je vous l'avais spécifié précédemment, c'est tout ce qui est en lien avec Netflix, Prime Video, Disney+, ou encore Canal+. Ensuite, quand on zoome sur les plateformes les plus utilisées pour regarder de la vidéo en France, on voit un paysage assez équilibré entre les géants internationaux et les acteurs locaux. En effet, comme vous pouvez voir sur ce slide, Netflix reste le leader incontesté avec plus de 62% d'utilisation par mois au niveau de la France. Et derrière, on retrouve Prime Video qui capte 19% des utilisateurs, suivi enfin par Disney+, qui capterait 11% des utilisateurs français par mois. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la force des acteurs français. Par exemple, France TV est utilisée par 55% des Français. TF1 atteint 54% et M6 Play touche à peu près 43% de la population française.
Sur ce slide, vous voyez l'ensemble des inventaires vidéo sur lesquels il est possible d'acheter de la publicité en programmatique. Concrètement, ça couvre un spectre assez large. Comme je vous l'avais dit précédemment, il existe les plateformes internationales telles que YouTube ou encore les services de streaming tels que Netflix et Disney+, mais on retrouve également les éditeurs et les régies françaises comme TF1, M6 ou encore France Télévisions. À ajouter à cela, vous avez aussi les environnements spécifiques à la Connected TV, les applications mobiles par exemple, et même certains sites premium qui proposent de la vidéo. Spécifiquement, par exemple, Philips TV, LG TV, Rakuten TV sont tous des environnements spécifiques à la télé connectée. L'idée clé à retenir par rapport à ceci, c'est que la programmatique, désormais, permet d'accéder à presque tout l'inventaire vidéo disponible sur le marché, qu'il soit local ou international, qu'il soit gratuit ou même payant. Cela donne aux annonceurs une puissance de diffusion sans précédent, mais cela demande aussi de bien savoir choisir ces environnements pour toucher l'audience et au bon moment. Et enfin, pour conclure ce premier module sur la publicité vidéo et plus spécifiquement la publicité programmatique vidéo, je voulais vous partager un exemple concret d'un business case que nous avons mis en place pour la sortie du film Shazam. Le défi ici, pour cette campagne, était double. D'abord, on devait atteindre un public large, mais aussi assez ciblé. Pourquoi ? Parce que le client voulait que le public cible qu'on ciblait dans cette campagne soit intéressé par tout ce qui est en lien avec l'univers du gaming. Et ensuite, bien évidemment, deuxième objectif de cette campagne, c'était s'assurer que le film soit bien présent dans les esprits avant sa sortie en salle. Pour y répondre, nous avons mis en place une stratégie vidéo complète, diffusée à la fois sur YouTube et sur Twitch, avec un focus particulier sur les audiences gaming. Les résultats sont assez parlants. On a démontré, grâce aux outils de mesure que nous avons, une augmentation de 11,5% du reach unique, notamment et uniquement grâce à l'utilisation de Twitch. Et surtout, un engagement qui a été multiplié par 3 sur Twitch par rapport à YouTube. Cet exemple illustre bien la valeur d'une approche programmatique multi-inventaire, c'est-à-dire YouTube d'un côté et Twitch de l'autre, capable de combiner une portée massive et un engagement qualitatif dans des environnements, comme l'a dit Florent tout à l'heure, qui sont affinitaires grâce à l'audience qu'on a pu cibler derrière. Ensuite, je voulais voir aussi et vous démontrer par ce deuxième module l'utilisation de l'audio au niveau programmatique, mais aussi et surtout, comme on l'a vu précédemment, à quel point les usages en France sont variés et aussi comment les plateformes locales et internationales se partagent l'audience. Et surtout, pouvoir comprendre comment la programmatique permet d'orchestrer des stratégies puissantes et mesurables, comme dans le cas du film Shazam. Dans ce module-ci, on va aller plus loin et explorer l'audio digital afin de comprendre comment ces évolutions transforment l'ensemble de l'écosystème programmatique. Et donc, après la vidéo, on va s'intéresser maintenant à l'audio, qui reste, selon moi, un pilier très fort de la consommation média en France. Avant de rentrer dans la consommation pure et dure de l'audio digital en France, je voulais d'abord faire un bref tour sur les différentes typologies de formats audio et surtout sur les usages qu'on en fait aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez la radio traditionnelle qui est diffusée sur les ondes AM et FM, qu'on appelle aussi over-the-air. Elle reste très puissante, la radio traditionnelle, surtout sur les tranches d'âge les plus âgées. En effet, on voit que plus de 70% de la population âgée de plus de 50 ans la consomme régulièrement. Et vous pouvez voir les autres chiffres. Chez les jeunes, beaucoup moins, 33% chez les 15-24, 40% chez les 25-34, et ça augmente bien évidemment sur les 35-49 ans, avec 55% d'utilisation quasi quotidienne de la radio traditionnelle. Ensuite, on a la radio en streaming qui est accessible via Internet, par exemple avec des applications comme TuneIn Radio, mais aussi Spotify, et son usage est beaucoup plus limité. À peu près 15% sur la cible très jeune, c'est-à-dire les 15-34, puis ça chute à 12% chez les 35-40 et seulement 8% chez les 50+. Ensuite, en lien avec la radio streaming, vous avez le streaming musical, avec des services comme Spotify ou encore SoundCloud chez les plus jeunes.
Ici, on voit une vraie adoption des jeunes générations sur le music streaming. En effet, 35% chez les 15-24, 30% chez les 25-34. Ça diminue un petit peu sur les 35-49 avec 20% d'usage. Et bien évidemment, sur la cible la plus âgée, nous enregistrons que 10% sur les plus de 50 ans. Et enfin, on retrouve les podcasts qui sont en forte croissance, mais restent encore plus niche, où on retrouve 12% des podcasts qui sont consommés chez les 15-24, 10 chez les 25-34, et bien évidemment, ça chute en dessous des 10% chez les 35+, et les 50+. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la consommation audio, elle est super générationnelle. La radio traditionnelle domine encore chez les plus de 50 ans, tandis que le streaming musical et les podcasts séduisent de plus en plus les cibles jeunes. Ces chiffres montrent bien que l'audio prend une place de plus en plus importante, surtout auprès des jeunes générations. Mais au-delà des audiences, ce qui est intéressant avec l'audio, c'est qu'il permet d'atteindre les utilisateurs dans des contextes complètement nouveaux, où la publicité visuelle n'existe pas. C'est ce qu'on va voir dans le prochain slide. Au-delà des usages, ce qui rend l'audio particulièrement intéressant, et surtout l'audio digital, c'est qu'il permet de toucher les utilisateurs, comme je vous l'ai dit précédemment, dans des contextes qui sont totalement nouveaux. En effet, en moyenne, dans le monde, on consomme par jour 212 minutes d'audio digital sur mobile, ce qui est déjà 29% du temps média digital, que ce soit sur les plateformes de streaming, sur les plateformes audio, que ce soit sur Internet, sur des applications, 29% de ce temps est consacré à l'audio. Ce qui fait que ça ouvre des opportunités uniques, car l'audio intervient là où la publicité visuelle n'est pas présente, que ce soit en voiture, pendant un footing, ou même lorsque le téléphone est dans la poche. L'audio se situe entre deux mondes. Ce n'est ni un média passif comme la presse écrite, ni un média purement interactif comme le web. C'est un format qui accompagne les utilisateurs dans le quotidien, souvent dans des moments d'attention très personnels. Et c'est là toute la force de l'audio, une nouvelle façon de se connecter de manière émotionnelle et axée aussi sur l'état d'esprit du moment. Émotionnelle parce qu'une publicité audio peut jouer sur les émotions, la culture, le ton, qu'on soit excité, concentré ou même détendu, et contextuelle parce qu'on peut cibler en fonction du mode de vie ou de l'activité, un moment de détente, une séance de sport ou même une tâche quotidienne. En résumé, l'audio publicitaire permet de dépasser la simple logique d'exposition visuelle pour entrer, selon moi, dans une relation beaucoup plus intime et contextualisée avec l'audience. Et ensuite, là, on va regarder avec un effet loupe. Si on regarde maintenant comment se répartit le temps d'écoute audio digital en France, on voit un vrai basculement vers le numérique. En effet, 55% du temps d'écoute aujourd'hui en France se fait déjà sur des supports digitaux. Et dans le détail, on voit que le mobile, tout ce qui est smartphone et tablette, représente à lui seul 32% du temps d'écoute, ce qui en fait le premier canal digital au niveau de l'audio. Et cette part continue de progresser, notamment chez les 15-24 ans, où l'écoute digitale domine largement. Les téléviseurs, donc les télévisions connectées et ordinateurs, comptent environ 18% de ce temps d'écoute. Et ensuite, arrivent sur le marché depuis quelques années ce qu'on appelle les enceintes connectées du type Alexia ou Google Home, qui, elles, représentent seulement 6%. En face, les supports traditionnels, comme l'autoradio à AM/FM ou le post-radio physique, représentent encore, du coup, 45% du temps d'écoute. Mais cette part est clairement en recul, grignotée année par année par le digital. Regardons maintenant comment se répartit le volume d'écoute audio au cours d'une journée type. Sans surprise, la radio en direct reste la première source d'écoute avec 48% au total. Si on ajoute les podcasts radio, qu'il s'agisse de replay ou de format native, on arrive à 54% sur l'ensemble des offres radio. La radio reste donc une place centrale dans le paysage audio. Mais le streaming musical occupe aussi une part très importante, comme vous pouvez le voir. 26% sur une journée est consommé sur le streaming audio pur et 10% sur le streaming musical vidéo en fond sonore, comme par exemple sur YouTube. Au total, ça représente à peu près 35% du temps d'écoute, preuve que les plateformes comme Spotify, Deezer et YouTube Music prennent de plus en plus d'ampleur. Et à côté de ça, on retrouve aussi des formats plus émergents, mais qui sont encore niches et qui progressent d'année en année. Par exemple, 7%
par jour sont consommés pour de la musique personnelle, c'est-à-dire les playlists qui sont stockées en local. 3% sur les podcasts natifs hors radio et 1% seulement sur les livres audio. Ensuite, quand on segmente les auditeurs, on distingue deux grands profils, les accros à l'audio et les modérés à l'audio. Les accros à l'audio représentent 25% des auditeurs. Ils consacrent une part très importante de leur journée à l'audio et leur consommation est beaucoup plus diversifiée. 45% en radio direct et 28% en musical audio. On voit clairement que ces accros cumulent plusieurs formats et sont plus ouverts aux nouveaux usages. A contrario, les modérés de l'audio, eux, passent environ, c'est à peu près 25% des auditeurs, et déclarent au contraire leur temps d'écoute beaucoup plus faible. Chez eux, la radio domine très fort avec 62%, et de l'autre côté, le streaming musical tombe seulement à 11%. Ce contraste illustre bien que l'audio n'est pas homogène. Certains profils adoptent massivement les nouveaux formats digitaux, tandis que d'autres restent fidèles aux usages historiques tels que la radio FM. Enfin, sur ce slide, vous voyez les principaux inventaires audio qui sont aujourd'hui accessibles en programmatique sur le marché français. Ça couvre un large éventail. Par exemple, comme vous pouvez le voir, les grandes radios nationales telles que RTL, RMC, Europe 1, Énergie ou encore France Inter, qui mettent désormais à disposition leur inventaire digitaux en programmatique. Aussi, les plateformes de streaming musical telles que Deezer, Spotify ou encore SoundCloud offrent un reach assez massif, notamment auprès des jeunes générations. Les agrégateurs et les applications comme TuneIn, Google Podcast permettent également d'atteindre ces audiences variées. Et enfin, bien sûr, des acteurs publics comme Radio France, France Culture ou encore RFI qui touchent des audiences plus spécifiques et qualitatives. En résumé, ce que l'audio programmatique n'est pas limité à une poignée d'acteurs. On a accès aussi bien aux inventaires des radios traditionnelles qu'aux plateformes internationales et aux services émergents comme les podcasts. Ça offre une flexibilité énorme pour construire des stratégies adaptées à chaque audience. Et enfin, je terminerai ce deuxième module par l'illustrer concrètement via un exemple concret de campagne où on a combiné la radio traditionnelle et l'audio digital. L'objectif de cette campagne était assez clair. C'était comment toucher une cible qui écoute peu, voire pas du tout la radio traditionnelle et comment activer la campagne en dehors des heures classiques d'écoute radio. La solution a été de mise sur une stratégie hybride en s'appuyant sur la puissance de l'audio digital pour compléter la couverture des radios offline. Et les résultats ont été très significatifs. On a vu au niveau de l'audio digital une augmentation de 75% de l'engagement, preuve que la combinaison des deux univers, c'est-à-dire l'offline et l'online, en audio, permet non seulement d'élargir la portée, mais aussi d'amplifier l'impact de la campagne. Ensuite, nous allons passer à notre troisième et dernier module qui est le Digital Out of Home. Ici, on change un petit peu de terrain de jeu. Après la vidéo et l'audio, on va parler de l'affichage digital et voir comment il s'intègre dans une stratégie programmatique globale. Concrètement, le DOH, c'est l'évolution digitale de l'affichage extérieur. Là où l'affichage traditionnel repose sur des supports fixes, le DOH utilise des écrans digitaux, qu'ils soient dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les gares, dans les aéroports ou même dans des lieux plus ciblés comme les salles de sport ou les stations-service. Pour les annonceurs et les marques, cela ouvre de nouvelles perspectives. Plus de flexibilité, les campagnes peuvent être mises à jour en temps réel, adaptées selon l'heure, la météo ou encore la localisation. Plus de créativité, les écrans digitaux permettent d'intégrer des formats animés, dynamiques et beaucoup plus impactants que le print classique et plus de précision. Grâce à la programmatique, il est désormais possible d'acheter ces inventaires de manière ciblée, comme on le fait déjà sur la vidéo ou l'audio. En résumé, le DOH combine la puissance et la visibilité massive de l'affichage public avec la flexibilité et la data du digital. Si le DOH prend aujourd'hui autant d'importance, c'est parce qu'il répond aussi à plusieurs défis que rencontrent les autres médias digitaux. D'abord, la brand safety.
dans un environnement où les marques sont de plus en plus préoccupées par la sécurité de leurs investissements en ligne et la sécurité par rapport à l'image de marque, le DOH offre une solution 100% transparente qui est brand safe pour les marques et avec un risque de fraude nul. Ensuite, au niveau de la fatigue digitale, sur le web, nous faisons face beaucoup à ce qu'on appelle le banner blindless, cette habitude qu'ont les utilisateurs à ignorer les bannières ou encore à cause des bloqueurs de publicité. Avec le DOH, c'est l'inverse. Un écran, c'est une publicité. Elle est toujours visible, sans possibilité de la bloquer. Résultat, attention garantie. Le contexte et l'impact jouent aussi un rôle clé. Le DOH permet de diffuser des créations impactantes, dynamiques en temps réel, avec en plus des coûts de production réduits par rapport aux campagnes traditionnelles sur affichage. Enfin, il y a l'impact de la fin des cookies tierces. Là où le ciblage one-to-one est en déclin, le DOH permet d'exploiter des alternatives efficaces. Le ciblage par point d'intérêt, la proximité avec les lieux de vente ou encore l'activation basée sur de la data, comme de la météo, l'heure ou encore la densité du trafic. Alors concrètement, pourquoi les marketeurs décident-ils aujourd'hui d'investir davantage dans le DOH ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au niveau international, les investissements dans le DOH devraient augmenter en moyenne de 28% sur les 18 prochains mois. Et en France spécifiquement, cette progression est encore un peu plus forte avec 29% attendus. Quand on interroge les marketeurs français sur les raisons de ce choix, la réponse la plus fréquente, c'est la facilité d'achat. 37% des marketeurs en France citent ce facteur contre 34% au niveau international. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la programmatique a vraiment simplifié l'accès au DOH. Ce qui pouvait sembler complexe ou réservé à quelques gros annonceurs est désormais accessible, transparent et facile à activer, ce qui explique notamment cette dynamique de croissance grâce aux études et aux chiffres que je viens de vous démontrer. Enfin, au-delà des chiffres d'investissement des annonceurs, il est aussi intéressant de regarder la perception du DOH par rapport au OOH, côté consommateur, parce qu'in fine, c'est eux qu'on cible. D'abord, le DOH capte réellement l'attention. 7 personnes sur 10 déclarent prêter attention aux écrans digitaux dans l'espace public. Mais surtout, cela se traduit en actions concrètes. 4 consommateurs sur 10 en France affirment avoir acheté un produit ou être allé en magasin après avoir vu une publicité en DOH. En termes d'image, le DOH est aussi perçu comme le plus innovant. 89% des consommateurs estiment qu'il offre des opportunités nouvelles et différenciantes par rapport à l'out-of-home traditionnel. Et enfin, c'est aussi un outil reconnu pour la construction de marque. 84% des consommateurs voient le DOH comme efficace pour renforcer la notoriété et l'image. Et 52% considèrent même que le DOH surpasse l'affichage classique, donc le out-of-home, en termes de qualité de visibilité. Ce qui fait vraiment la différence avec le DOH, c'est la création digitale animée par rapport à l'affichage traditionnel. Contrairement à une affiche statique classique, le mouvement attire beaucoup plus l'attention et génère un taux de mémorisation de marque 2,4 fois supérieur par rapport à l'affichage traditionnel. Pour comparer, une création statique, elle sert de base, comme vous pouvez le voir sur le premier exemple ici. Deuxième exemple, une création digitale statique améliore déjà fortement la mémorisation. Et enfin, et ici, je ne peux pas vous la faire jouer, mais vous voyez qu'il y a une vidéo. C'est vraiment une créative vidéo de la publicité que vous voyez en statique ici. Et grâce à l'animation qui maximise l'impact, on voit un score de mémorisation qui est 2,5 fois supérieur par rapport à une affiche papier. L'usage du motion, de cette animation, peut varier selon les marchés ou les environnements. Mais dès qu'il est possible, il est essentiel de pouvoir l'exploiter de façon créative pour pouvoir profiter pleinement de la puissance du DOH par rapport à l'affichage publicitaire classique. Ce slide illustre très bien la richesse et la diversité des environnements dans lesquels le DOH est présent en France. On le retrouve dans les espaces urbains, au cœur des villes, là où l'audience est la plus dense, mais également dans les métros, où les consommateurs passent beaucoup de temps chaque jour, notamment lors de leur trajet domicile-travail.
dans les lieux plus ciblés comme les salles de sport, et je suis désolée parce que je vois que ma petite image a sauté ici, où l'on touche une audience captive et souvent difficile à atteindre par d'autres médias. Dans les environnements de shopping aussi, comme les centres commerciaux, qui permettent de diffuser un message très proche du moment d'achat. Et aussi dans les zones proxy-urbaines, par exemple près des commerces de quartier, ce qui permet de toucher le consommateur dans son quotidien immédiat. Et enfin, comme vous pouvez le voir, les aéroports offrent une opportunité unique de toucher un public international avec une attention particulièrement forte pendant les temps d'attente. En conclusion, il est important de retenir que le DOH n'est pas seulement un média de branding. Il doit être intégré de manière holistique dans une stratégie digitale globale. En effet, sur les objectifs de notoriété, le DOH est particulièrement performant. Il génère l'un des niveaux les plus forts et les plus élevés sur le brand recall parmi tous les canaux médias mesurés. Sur les objectifs de considération, des études récentes montrent que plus de 50% des consommateurs déclarent faire davantage confiance en DOH qu'aux autres formats publicitaires. Et au-delà de la notoriété et de la considération, une question cruciale se pose. Qu'en est-il des objectifs de conversion et d'acquisition pour les campagnes DOH? C'est justement ce que nous allons explorer à travers une étude de cas qui illustre concrètement l'efficacité du DOH dans une stratégie, comme le présentait tout à l'heure Florent, full funnel. Et donc, pour terminer ce module, je voulais vous présenter un exemple de cas concret qui illustre, selon moi, le potentiel du DOH en France avec une campagne menée par Decathlon. Le défi ici, il était clair, c'était utiliser le DOH de manière hyper locale pour générer du trafic en magasin et mesurer ce trafic précisément pour savoir combien de consommateurs exposés à la campagne se sont effectivement rendus dans un magasin physique. La stratégie mise en place a combiné une campagne DOH ciblée avec du retargeting des personnes exposées afin de pouvoir maximiser l'impact. Et les résultats ont été très significatifs. On a vu une augmentation de 38% du trafic en magasin observé pendant et même après la campagne. Et donc, cet exemple montre bien que le DOH ne se limite pas à des objectifs de notoriété, c'est aussi un levier puissant pour générer du drive to store et de la conversion grâce à une activation intelligente et mesurable. Et pour conclure, à travers ces 3 modules que je vous ai présentés, qui étaient la vidéo, l'audio et le DOH, on a vu que la programmatique permet aujourd'hui de toucher les consommateurs tout au long de leur journée, en fonction de leur moment de vie et des formats et des inventaires qu'ils consomment quotidiennement. Le matin, par exemple, sur le chemin du travail, via le DOH, on va pouvoir cibler les consommateurs dans les transports et dans les environnements urbains. En journée, à travers l'audio digital qui accompagne les moments de pause, de concentration ou même de mobilité, on va pouvoir targeter les consommateurs via les applications, via le desktop ou même via la Connected TV. Et enfin, le soir, avec la vidéo, que ce soit sur une télé connectée, un ordinateur ou un mobile, on va pouvoir cibler ces personnes dans un moment de détente et grâce aux différentes audiences qu'on va pouvoir cibler. Ce qu'il faut retenir, c'est que la programmatique, ce n'est pas seulement un outil technologique. Comme l'a démontré aussi Florent tout à l'heure, c'est une approche qui permet aux marques de rejoindre les utilisateurs partout, à chaque instant clé, avec le bon format et bien évidemment dans le bon contexte. Et en combinant ces 3 univers avec d'autres univers que pourraient être par exemple le display, le native, mais également les 3 univers que je vous ai présentés ici, que sont la vidéo, l'audio et les DOH, on peut construire des stratégies médias plus complètes, efficaces et pertinentes qui s'adaptent réellement au comportement d'aujourd'hui. Merci Sophie. Avec plaisir. Tu me laisses peut-être le mot de la fin. Je conclurai ce webinaire peut-être avec ce mot que l'idée n'est pas de noyer l'annonceur sous de nouveaux coûts ou des coûts prohibitifs, mais au contraire d'élargir ses campagnes et in fine mieux servir les objectifs marque et business de la marque. Et j'ajouterais même, dans certains cas, il y a maintenant un budget dédié au programmatique. Donc, le budget est existant, est prévu. Il faut juste pouvoir proposer la solution. Bon, ce sera le mot de la fin. Je crois que nous n'avons pas de questions particulières sur le chat.
Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine session. Merci.